de doctorat troisième cycle, vous avez présenté une thèse à notre conseil scientifique de faculté dont le titre est le suivant: Influence des paramètres physiques et numériques sur les instabilités morphologiques liées à un front de croissance dans la précipitation discontinue, simulation en 2D en 3D par la méthode du champ de masse. Les membres du jury ont évalué votre travail de thèse et l'ont accepté pour soutenance. Aujourd'hui, vous êtes devant ce jury que je vais d'abord commencer par présenter. Il y a trois examinateurs. Il s'agit du professeur Boumezouk de l'Université de Biskra, du professeur Awaroun de l'Université de Boumediès et du professeur Dri de notre faculté de physique. Nous avons également en visioconférence notre collègue Mathis Platt, directeur de recherche au CNRS de Paris, et évidemment la directrice de thèse, la professeure Rina Leuch. Vous êtes devant ce jury pour nous faire une synthèse de ce travail justement. Je vous accorde 45 minutes et je vous donne la parole. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter mon travail de thèse intitulé Influence des paramètres physiques et numériques sur les instabilités morphologiques liées à un point croissant de la précipitation discontinue, simulation 2D et en 3D par la méthode du champ de masse. Alors, depuis toujours, les gens se sont particulièrement intéressés aux alliages à travers de petites applications simples qui avaient pour but de faciliter la vie quotidienne. Et depuis la révolution industrielle, alors à partir de 1780, pour donner des éléments de contexte, les applications sont devenues un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de l'industrie automobile, aéronautique ou aérospatiale. Ce qu'on attend d'un métallurgiste en ce moment, c'est de pouvoir nous élaborer des alliages qui ont des propriétés spécifiques et qui peuvent répondre aux exigences de ces industries justement. Par exemple, il est commun d'utiliser des alliages à base d'aluminium dans l'industrie automobile. Alors c'est des alliages qui sont connus pour être légers. Alors d'abord, on consomme moins de carburant quand on roule si on a une colonie de fer. Bon, ça a des répercussions économiques et c'est bon pour l'économie de l'énergie. Il résiste, il y a une résistance mécanique évidente, à condition de bien remporter. Et ils sont utiles et ils résistent un peu à la corrosion. Le problème avec ça, le métallurgiste va se mettre à travailler, il va nous élaborer un alliage qui va répondre à des exigences. Mais il y a des réactions qui viennent dégrader tout ce travail, qui viennent effacer à la gomme tout ce travail, on va dire. Parmi ces réactions, la précipitation discontinue, donc elle va dégrader ses propriétés physiques. Grosso modo, la précipitation discontinue, c'est une transition de phase qui va impliquer trois phases, alpha 0, alpha et bêta, et qui a donc malheureusement l'inconvénient de dégrader les propriétés physiques. Alors si je regarde ici, c'est un point de réaction de précipitation discontinue. Ici, là, c'est toujours la phase alpha 0, il y a toujours les propriétés recherchées initiales. Et ici, là où la réaction a avancé, malheureusement, il y a une redistribution des atomes sollicités et on perd ces propriétés. Ce qui nous conduit à cette question, pour poser le problème, pourquoi modéliser la réaction de précipitation discontinue? D'abord parce qu'elle dégrade les propriétés physiques des alliages, et c'est bien connu. Mais aussi, une nouvelle information, moi j'ai appris, quand j'ai commencé cette thèse, j'avais pas cette information en tête, et je pouvais avoir des avantages, justement. Par exemple, il y a des chercheurs, c'est une collaboration japonaise, coréenne, ils ont réussi à montrer que ça pouvait augmenter la conductivité électrique dans l'alliage cuivre nickel silicium, c'est-à-dire ça en fait un excellent candidat pour les applications en électronique. Alors c'est un papier qui a été publié dans Materials Letters. C'est une collaboration japonaise. Ils ont réussi à démontrer que lorsque l'alliage cuivre nickel silicium subissait la précipitation discontinue, il y avait une augmentation de la conductivité électrique. Pour répondre à la question et présenter le problème, nous allons noter le plan suivant. D'abord, parlons du phénomène physique, la précipitation discontinue. Ensuite, la méthodologie utilisée, c'est le modèle du champ de phase. Pour passer à la procédure numérique, ce n'est pas un modèle qu'on a réussi à résoudre à la main, il faut préciser la procédure numérique. Les résultats pour ensuite passer aux conclusions que nous passons. La précipitation discontinue est une position de phase solide qui implique trois phases.
Et on peut définir grosso modo comme la décomposition d'une phase mère sursaturée et suivie d'un migration d'un joint. En gros, la réaction elle se définit comme ça. Alpha 0, c'est la phase initiale. Alpha, c'est une phase phi et il y a une petite utilité. On se doit battre les phases mères parce que nourrit, aussi, ça a été démontré expérimentalement qu'il y a un transfert d'atomes solutés entre alpha et bêta. Donc, c'est aussi une phase mère, entre parenthèses. Bêta, c'est un précipité qui est riche en atomes solutés. Alors, la réaction, la mutation de la réaction a lieu au niveau du joint de grain. Donc, ça, c'est un joint de grain. Là, il y a un grain, il y a un joint. Donc d'abord, la formation de clusters au niveau de ce joint de grain. Ensuite, il y a la croissance de ces clusters pour donner la réaction de précipitation discontinue. Si on fait un petit bond, donc voilà ce qu'on obtient. Bon, étant donné que ça a lieu au niveau du joint de grain, donc c'est normal qu'il y ait migration de ce dernier. Il va avancer avec la réaction. Alors les morphologies obtenues dans une telle réaction, à l'issue de cette réaction, c'est soit des lamelles, soit des fils. Bon, on a aussi des structures globuleuses qui peuvent apparaître. Alors les lamelles sont quand même les structures les plus fréquentes, qui ont été les plus observées expérimentalement. Les fibres, c'est un arrangement de tiges tout simplement qui vont s'arranger suivant un réseau hexagonal. Les lamelles, c'est plutôt des lames, comme ça, un arrangement périodique de lames qui se répète à travers l'espace. Et là, maintenant que le phénomène physique est un petit peu détaillé, on peut passer à la méthodologie utilisée. C'est le modèle du Champagne. Alors, quand ça a été fait, la première fois, c'était fin des années 80, début des années 90. Alors, c'est une technique de modélisation qui est très puissante, très efficace. On a réellement fait ses preuves. Ça a commencé d'abord par la solidification. Alors, l'idée principale de cette technique, c'est de considérer le concept d'interface diffuse. Alors, le concept d'interface diffuse, c'est de considérer que l'épaisseur entre deux phases coexistantes n'est pas nulle. En gros, ça revient à dire que dans cette zone grise, qui est l'interface, j'ai un petit peu coexistence des deux phases en même temps. Alors que ici, c'est un modèle traditionnel, à interface abrupte. Donc, l'interface, c'est une espèce de zone neutre qui n'a pas d'épaisseur. On la néglige. Alors, à gauche, c'est le modèle interface abrupte. Ça pose vraiment problème parce qu'il faut suivre chaque point de l'interface et pouvoir étaler chaque point. Donc, si par exemple des protubérances, ça devient compliqué. Le champ de phase, quant à lui, il règle carrément ce problème en considérant que l'interface a une certaine épaisseur et qu'on va encadrer par la suite. Alors, pour ce faire, il utilise la notion de paramètre d'ordre, qui est une conséquence à théorie de l'eau. Alors, le paramètre d'ordre, c'est tout simplement une fonction qui va dépendre de l'espace et du temps, qui va prendre des paramètres fixes pour chaque phase. Ici, j'ai pris un exemple arbitraire, par exemple 0, c'est pour le liquide, 1, c'est pour le solide. Alors, la principale différence entre les deux types de modélisation, c'est que là, ça va de manière continue, discontinue, pardon, ça fait carrément une marche escalier. À droite, ça fait quelque chose de continu. Donc, tout va se passer ici dans un modèle de champ de phase. Alors, ce type de modélisation adopte ce qu'on appelle une formulation variationnelle, c'est-à-dire qu'on va écrire notre énergie comme une intégrale, et on sait que l'énergie est minimisée à l'équilibre, donc on va chercher à minimiser à l'équilibre. C'est un petit peu la même chose que le principe de moindre action en mécanique analytique. Alors, il y a deux termes ici, principalement deux contributions. Alors, celle de gauche, c'est une densité d'énergie libre, donc là, c'est là où on peut inclure notre système, notre phénomène physique, et tous les paramètres. À droite, c'est un terme qui s'exprime en fonction du gradient carré du paramètre d'ordre phi, qu'on va appeler à partir de maintenant champ de phase, et on quantifie le coût en énergie de mon interface. Alors, à ça, il faut savoir qu'il y a deux types de paramètres d'ordre. Nous avons les paramètres d'ordre conservatifs et les paramètres d'ordre non conservatifs. Évidemment, chaque type de paramètre d'ordre a son équation d'évolution. Pour les paramètres d'ordre conservatifs, chez nous, ce sera la concentration, le champ de concentration. C'est l'équation de Familia. Alors bon, en réalité c'est l'équation de continuité, mais les gens qui font du champ de phase, la communauté l'appellent l'équation de Familia. Le delta, c'est une dérivée fonctionnelle qu'on peut obtenir avec le principe variationnel. Pour les champs de phase, ils ont une équation particulière, c'est l'équation d'Hamilton. Et là aussi, il faut utiliser le principe variationnel pour exprimer et obtenir le dp, la résoudre plus tard. Alors, il se trouve qu'il y a certaines transitions de phase qui impliquent plus que deux phases. Donc, si je reviens en arrière, pour le diapo ici, là j'ai pris un exemple simple où il y a deux phases, noir, c'est-à-dire solide et liquide. Il y a des réactions, par exemple la précipitation discontinue, justement, qui implique plus que deux phases. Donc il faut aller à quelque chose d'un peu plus sophistiqué, il faut généraliser un peu ce modèle. On passe d'un champ de phase à plusieurs champs de phase. Chaque champ de phase ici va représenter la fraction volumique de chaque phase. C'est-à-dire si je
phi alpha, c'est la fraction volumique de la phase alpha. Si je note phi bêta, c'est la fraction volumique de la phase bêta. Évidemment, il y a une relation à respecter, puisque c'est des fractions volumiques, donc leur somme doit donner 1 obligatoirement. Et étant donné qu'on a plus de bases, donc il y a plus d'interfaces, ce qui fait que le coût en énergie de l'interface, il faut l'additionner, donc il faut sauver. Donc, tenant compte de ces considérations, mon énergie libre, la fonctionnelle d'énergie libre, la transforme, elle devient comme ça. Donc il faut rajouter une somme au coût d'énergie de l'interface. Et évidemment, mon équation de mouvement, ou l'équation monumentale, va également se transformer. Et là, il faut respecter une contrainte. C'est-à-dire qu'il faut évaluer cette dérivée fonctionnelle en respectant la contrainte somme des θ égale à 1. Bon, ça se fait à l'aide de la méthode des multiplicateurs de 1. Maintenant qu'on a des outils et des ingrédients de base, on peut passer au modèle pour la précipitation discontinue, le modèle qu'on a utilisé dans toutes nos simulations. Donc c'est un problème qui avait 3 champs de phase. On les a notés P, c'est des fractions volumiques, et un champ de concentration. Évidemment, cette relation doit toujours être respectée. La fonctionnelle utilisée est la suivante. Elle admet grosso modo 3 contributions. Toujours la contribution qui quantifie mon coût en énergie de l'interface. Ça ne change pas, c'est commun à tous les modèles. Mon terme d'énergie potentielle et un terme de couplage. Alors c'est là où on peut introduire un thermodynamique du problème, c'est-à-dire comment on a considéré l'habillage par rapport à l'énergie libre et tout ça. Alors, il serait intéressant de détailler terme par terme. L'énergie potentielle, à son tour, elle admet 2 contributions. D'abord, c'est la fonction en cycle pi, je peux le facturer. Alors, c'est une manière de se visualiser le système. C'est une fonction qui est connue dans la littérature. Elle a été obtenue, grosso modo, par généralisation de la fonction WI, utilisée pour modéliser la croissance de 2 phases seulement. Et c'est une fonction qui a 3 solutions. Et chaque solution, en fonction des paramètres, va correspondre à une phase. C'est-à-dire, si le système est ici, donc il est dans la phase alpha 0, par exemple, s'il est ici, il est dans la phase alpha, et s'il est ici, il est dans la phase bêta. Donc, c'est un pile de potentiel. À droite, c'est un terme qu'on aurait pu ne pas rajouter. Alors, c'est un terme qui va. Si on regarde ici à gauche, il y a une espèce de symétrie. On peut permuter les indices comme on veut. Et ça implique que la tension interfaciale des 3 interfaces est la même. En ajoutant ce terme, qui est proportionnel à une constante alpha 0, à alpha, on va briser cette symétrie. Donc, on va pouvoir changer la tension interfaciale de l'interface alpha 0 bêta sans affecter les 2 autres. Bon, c'est-à-dire qu'au final, je vais me retrouver avec sigma alpha 0 égale à sigma alpha bêta, tandis que bon, sigma alpha 0 bêta, elle est modifiée. Alors, comment on peut toucher et modifier cette tension interfaciale? On n'a pas de moyen direct, malheureusement. Il y a un paramètre d'accordage. Donc, comment on accorde? En ajustant le alpha, donc on aura une petite relation intégrale simple, et on obtiendra la valeur de la tension interfaciale. Bon, cette relation intégrale, malheureusement, ne se calcule pas analytiquement, donc on est obligé de créer un petit code si on s'intéresse aux tensions interfaciales. Alors, dans cette fonctionnelle précédente, nous avons C, c'est la concentration normalisée. Donc, voilà comment on la normalise. Et G, c'est notre fonction de couplage. Là, la fonction de couplage ne dépend que des champs de phase, donc elle est choisie de manière à se rapprocher. Donc, c'est vraiment le choix. HP et HC, c'est des constantes qui vont avoir la dimension d'une énergie, d'une densité d'énergie. Donc, il serait aussi important et pratique d'introduire ce qu'on appelle la fonction d'énergie adimensionnée. C'est-à-dire que là, ça n'a plus de dimension, on va diviser par HP. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça va faire apparaître 2 paramètres très importants, qui sont l'épaisseur de l'interface diffuse. D'ailleurs, on avait défini le modèle de champ de phase comme ça, c'est-à-dire que c'est un modèle où l'interface entre les 2 phases a une certaine épaisseur. Donc, il serait vraiment intéressant de faire apparaître cette épaisseur dans nos équations. Et le facteur de couplage. Là aussi, c'est très important parce que comment il faut se visualiser le problème? Il faut visualiser un champ de concentration qui évolue dans le temps et 3 champs de phase qui vont évoluer. Il faut qu'on ait un couplage entre ces champs. Et comment je peux gérer ce couplage? C'est à travers le lambda tilde, et c'est le paramètre de couplage. Si je m'amuse par exemple à le poser égal à 0, ces longueurs vont évoluer de manière complètement indépendante, ce qui n'est pas physique. Je peux gérer le couplage avec ce facteur lambda tilde. Équation d'Alencal, voilà comment elle s'écrit, ne change pas. Ici, on peut détailler par exemple la procédure de calcul. Tau, c'est le temps de relaxation des champs de phase. Les champs de phase PI sont des fonctions qui évoluent au cours du temps, donc qui relaxent. Le temps nécessaire pour qu'ils relaxent, ça va jouer le rôle d'une constante dans mon équation. Et la dérivée fonctionnelle, si on veut inclure et la calculer
en respectant la contrainte, il faut appliquer la méthode des multiplicateurs et la branche, donc grosso modo, calculer. Voilà ce que ça donne. Passons maintenant à l'équation du linéaire, l'équation de continuité, qui s'écrit, qui régit la variation temporelle de C. Bon, à droite, c'est un terme qui va être interprété comme un courant atomique. C'est-à-dire que quand il y a une variation courant atomique, il y aura variation dans le temps du champ de concentration. Ici, je peux identifier le potentiel chimique et la subtilité et la difficulté de ce modèle mathématique. Et cette difficulté est surtout dictée par la physique de la précipitation discontinue. C'est que la mobilité atomique dépend des champs de phase, donc dépend de l'espace et du temps. Donc là, j'ai une équation qui a le paramètre cinétique là, qui dépend de l'espace et du temps. Ça a un petit peu compliqué la résolution numérique pour discrétiser tout ça, et c'était là la difficulté du problème. On peut maintenant passer à la procédure numérique. Pour obtenir notre voie de simulation, on a pris un arrangement périodique de lamelles alpha et bêta, et une partie suffit à constituer notre boîte de simulation. Ici, j'ai la phase alpha, ici bêta, alpha 0, bêta, alpha. Et si le choix des conditions au bord est judicieux, donc on peut repérer le comportement de cet ensemble de lamelles. Et ça, c'est très important parce que dans un système réel, il y a une interaction entre les lamelles alpha et bêta. Donc, ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on peut deviner. Concernant les conditions initiales, il faut d'abord dire que la méthode du champ de phase pose certaines difficultés pour simuler le phénomène de germination. C'est très difficile à faire, c'est peut-être même digne d'un prix Nobel. Voilà. Donc voilà, donc on s'est contenté de programmer le germe et de lancer le calcul à partir d'une lamelle. On peut aussi lancer le calcul à partir d'une lamelle, c'est-à-dire à partir d'un résultat déjà abouti, d'un calcul numérique déjà abouti. Donc on peut relancer avec ces mêmes dimensions de la boîte et choisir les paramètres qu'on sait choisir, la sursaturation et tout ça. Concernant les conditions au bord, on a opté pour des conditions au bord réfléchissantes. Donc en choisissant ces conditions particulièrement, j'ai une symétrie mémoire à droite et à gauche. Ce qui me permet justement de reproduire le comportement de tout cet ensemble de lamelles de près d'un fond réaction, de n cellule. Et en haut, il y a une petite utilité, c'est que C doit être fixé avec temps. Donc c'est notre moyen d'introduire la sursaturation qui est la force motrice de la réaction de précipitation discontinue dans notre modèle. Donc l'appareil dans notre modèle de champ de phase comme une condition unique. Concernant les simulations 3D, donc le même raisonnement s'applique à la boîte de simulation, mais on ajoute la dimension indienne. Donc ce n'est qu'une généralisation. La même chose pour les conditions initiales, mais ici il faut quand même respecter une certaine invariance par constellation si on veut bien sûr obtenir des lamelles. Parce que la lamelle c'est une géométrie qui est caractérisée par une invariance par constellation le long de la dimension Z. Et on peut aussi lancer le calcul à partir d'une lamelle. C'est-à-dire un résultat numérique déjà abouti, ça permet une meilleure convergence et ça permet de prévenir le système de certaines instabilités. Et c'est aussi valable en données. On peut passer aux résultats et des discussions. D'abord les simulations ODD, le choix de paramètres et de suivants. L'épaisseur de l'interface diffuse fixée à 1. Les tensions interfaciales sont également fixées, la moyenne capillaire. Choisir par temps delta X, mais ça veut dire qu'il fallait un choix raisonnable. Delta X et delta T, on ne pouvait pas les choisir de manière arbitraire, il y a un critère d'instabilité numérique. Et il y a aussi une physique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater des événements, il ne faut pas rater des détails dans le système. Donc je suis d'abord dicté par la physique sur le choix du temps et de l'espace, mais aussi un critère d'instabilité numérique qui dépend du coefficient de flux. Et là, on a fixé la diffusion volumique, c'est-à-dire que dans toutes les simulations, on tenait la diffusion volumique et dominante. Alors, les diffusions interfaciales, on les fera varier pendant les simulations et la sursaturation, c'est la force motrice principale de l'action, et évidemment l'espace modulaire, ça veut dire qu'on a pris plusieurs dimensions du système. C'est d'abord intéressé à la croissance lamellaire stable. Une croissance lamellaire stable, la courbe de vitesse ressemble à peu près à ça, c'est un état stationnaire. Si je zoome ici, c'est toujours une droite horizontale, c'est-à-dire que la vitesse est constante et que le système a relaxé. Et si je montre en vidéo, voilà, la simulation qui est là. Voilà, j'ai formé ma demi-lamelle. Ici, c'est alpha 0, bêta, alpha. Donc, si je prends en compte les conditions de réfléchissantes, ça fait une lamelle entière. Donc, pour cette croissance stationnaire, nous avons étudié la vitesse en fonction de la sursaturation et on a vu qu'il y avait un comportement qui se répétait.
c'est-à-dire que j'ai toujours une branche de parabole et qui est délimitée par deux instabilités. C'est-à-dire que j'ai des instabilités par ici et j'en ai d'autres par ici. Alors ça, c'est un modèle bien connu en physique des transitions de phase, en physique de la solidification. Ça s'appelle croissance d'un doigt dans un canal. Et donc ce qu'on peut dire par rapport à ça, que ce soit en présence ou en absence de diffusivité des interfaces, c'est-à-dire je vois que c'est le même comportement, je peux dire que mon précipité métal, adopte un comportement analogue à celui de la croissance d'un doigt dans un canal. La seule différence, c'est qu'il est quand même attaché à un joint de doigt. C'est grosso modo la différence. Ici, il nous montre des lamelles plus fines et plus larges que j'ai simulées. Donc, on est allé de 52, c'est-à-dire à peu près 50 points de grille dans la dimension X, et jusqu'à 200 points de grille dans la direction X. On dire que pour 200 points de grille, ça a coûté énormément de temps de calcul. Niveau instabilité, et c'est ce qui nous intéresse le plus finalement dans cette thèse. Donc, comme j'avais dit, la courbe précédente ici est délimitée par des instabilités à droite et à gauche. Alors, concernant les instabilités autour de la limite inférieure, c'est-à-dire que je suis à gauche de la courbe, alors j'ai la point triangularité ou la singularité du pli. Alors ici, c'est une instabilité caractéristique. C'est lorsque le système n'a pas assez d'épaisseur, la lamelle est trop fine, ça devient instable. Et il n'y a plus d'état stationnaire, ça ne survit plus. Et elle est surtout caractérisée par la disparition du joint de grain. Le joint de grain, c'était l'interface qui était ici. Visiblement, ça disparaît. Autour de la limite supérieure, il y en a, c'est valable pour des lamelles fines, c'est-à-dire des espacements faibles. J'ai une émission de gouttelettes. Donc, ma lamelle, elle va subir un pinch-off, c'est-à-dire un pincement, et elle va mettre des gouttelettes. Ça ne se voit pas très bien dans la vidéo, donc je préfère mettre des photos comme ça. Donc là, il y a une espèce de pincement, et là, j'ai une gouttelette. Il faut savoir que c'est une instabilité qui est observée expérimentalement, mais malheureusement pour la solidification. Maintenant qu'on a discuté un petit peu des lamelles fines, on peut passer aux espacements larges. On observe aussi doublons et singlets, et ça, on les observe pour de très très grandes sursaturations. Et bon, ça dépend. Doublons, c'est en l'absence de diffusion des interfaces, et singlets, c'est en présence. Ça ne se voit pas dans la courbe des vitesses comme dans les autres instabilités, on a une courbe stationnaire. Donc ça c'est des figures stationnaires, mais on les qualifie d'instabilité car on ne respecte pas la géométrie lamellaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est la stabilité de la croissance lamellaire. Pour passer au comportement des espacements larges, alors la distinction espacement large se fait avec les instabilités. C'est-à-dire que ici j'avais émission de gouttelettes à partir du moment où, en changeant la dimension du système, si j'ai une émission de gouttelettes, je sais que je suis dans la gamme des espacements larges. Donc je reviens ici. Alors c'est toujours la même variation, V en fonction de delta, et c'est toujours la même tendance, c'est-à-dire des instabilités à droite, des instabilités à gauche, et une branche de parabole. Alors les droites, la verticale, entrecoupées, ben, ça c'est quelque chose de très connu en précipitation discontinue, c'est même une force du modèle. Quand on règle la composition nominale d'un maillage, et quand on regarde ça au microscope, on va observer des lamelles de plusieurs épaisseurs ou de plusieurs largeurs. Donc c'est-à-dire, comment on peut traduire ça en théorie, c'est-à-dire que pour chaque valeur de saturation, j'ai une gamme d'espacements lamellaires qui me donne des espaces stationnaires. Si je regarde cette ligne ici, j'ai par exemple 6 intersections. Donc pour la sursaturation, ici c'est à peu près 0,76. Par contre, en 77, j'ai par exemple 6 espacements lamellaires. Pour 0,78 par exemple, j'en ai 6 aussi. Donc c'est un fait bien connu pour la précipitation discontinue. Là on peut dire que le modèle quand même il reproduit des faits expérimentaux et c'est très intéressant. Autre chose, c'est que la courbure du temps de réaction est reproduite. Il ne faut pas oublier qu'on a démarré les simulations à partir d'un champ carré et que la géométrie de la précipitation discontinue apparaît. Et elle apparaît à partir d'un champ carré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'orientation de géométrie dès le départ. Donc le même travail est fait en présence des diffusivité des interfaces, mais ça donne après le même résultat qu'on peut interpréter de la même manière. Alors, autour de la limite supérieure, ici, pour les instabilités, pour les espacements noirs, nous avons l'instabilité oscillatoire. C'est des oscillations en phase du précipité du joint de grain et surtout du point de trijonction. Et comme bon, la position c'est une sinusoïde, donc ça va s'enquêter dans la courbe de vitesse. Si on dérive une sinusoïde, on obtient
une autre simili. Donc voilà, c'est des oscillations du précipité. Donc on voit qu'il y a une certaine pulsation. Alors si on augmente encore la sursaturation, et c'est peut-être là le résultat, l'un des résultats les plus intéressants de ces tests, c'est le type splitting. Alors le type splitting, c'est aussi appelé l'instabilité Y. Et donc quand l'espacement lamellaire est trop large, donc, le système aura tendance à diviser l'espacement lamellaire en deux. On peut aussi l'appeler division de points pour réduire cet espacement lamellaire. Il faut savoir que cette instabilité est observée pour la précipitation discontinue. Là, je montre l'image d'une microstructure expérimentale. Et si j'inclus les conditions au bord réfléchissantes, donc la symétrie miroir, on voit quand même qu'il y a une certaine coïncidence, une ressemblance entre le résultat numérique qu'on a obtenu ici et le Y obtenu expérimentalement. La courbe de stabilité, c'est peut-être le résultat le plus important aussi. Alors c'est un travail qui nous a coûté énormément de simulations. Il y a à peu près 1000 simulations numériques ici. Donc ça permet de regarder et de donner, grosso modo, qualitativement, la gamme d'espace modal. C'est-à-dire que si je regarde ici, 0,75, je sais que la zone stable est ici. 0,7, pour un espacement de 100, je sais que c'est instable. Ça permet de prédire quand est-ce que la réaction avance, où est-ce qu'il y a des états stationnaires, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ici, à droite, c'est un point anguleux. Dans ce point anguleux, il va témoigner du passage d'un type d'instabilité à un autre. Ici, j'ai l'émission de Goulet, c'est une type splitting. Donc, c'est à partir de ce point qu'on parle d'espacement large. Donc, la distinction espacement faible, espacement large, a été faite sur cette considération. On peut maintenant passer aux simulations en 3D. Le choix de paramètres n'est pas spécialement différent des simulations en 2D. On est quand même obligé de faire varier l'épaisseur de la lamelle. C'est la nouveauté en 3D. Et ici, la différence, c'est que dans certaines des simulations, la diffusion volumique a été modifiée pour certaines conditions. Il faut aussi savoir quelque chose, c'est que pour ces simulations en 3D, il serait quand même inutile de simuler le comportement d'un système en 3D en imposant une invariance par translation le long de la troisième dimension. Ça donnerait exactement les mêmes résultats qu'en 2D, avec 10 fois plus de temps de calcul. Donc nous avons brisé cette symétrie. Alors ça se fait numériquement via un code barre. Donc il faut voir la troisième dimension comme un ensemble de plans. Et nous allons permis à un de ces plans d'aller plus vite que les autres. Ça a brisé la symétrie pour ce problème et ça a donné des résultats propres à la troisième dimension. Et ça a introduit un bruit numérique. Voilà. On s'est intéressé à cette même variation, V en fonction de l'état, et on voit que le comportement est à peu près le même, mais que lorsque la troisième dimension commence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épaisseur, à partir de 30 points de grille, il commence à y avoir un écart de comportement. Au-delà de 30 points de grille, je n'observe plus de lamelles, ça sera dans les slides prochains. La même conclusion peut s'appliquer pour les simulations en présence de diffusivité des interfaces. Alors ici, pour la troisième dimension, pour les simulations 3D, j'ai étudié deux espacements lamellaires, 60 points de grille dans la direction X et 100 points de grille dans la direction X aussi. C'est-à-dire que la logique était simple. On a pris un espacement qui était faible et un espacement qui était large. Contrairement aux simulations en 2D où on a pris beaucoup d'espacements, en 3D, le temps de calcul est trop important, donc ce n'était pas possible de faire ça. Donc pour 60 points de grille, c'est à peu près la même conclusion. J'ai un comportement de sa point de vue et un point de vue, c'est-à-dire sur le système. Et quand même, il y a une évidence dans la composant. Même conclusion pour passe. Et aussi même conclusion pour 100 points de grille dans la troisième dimension. Donc on verse ces comportements guidés. Et on voit que lorsque je m'approche des limites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épaisseur, la troisième dimension commence à remporter, il y a quand même un certain écart de comportement. Et c'est aussi la même chose en présence de division des interfaces. Au niveau instabilité, ce n'est pas vraiment différent des instabilités obtenues en 2D. Comme montré, donc nous avons la fault singularity, c'est la limite au voisinage de la limite inférieure. Donc là, donc c'est mon équivalent 3D de la fault singularity, et le joint de grain disparaît ici. Et voilà la courbe des vitesses caractéristiques de cette instabilité. Nous avons aussi l'émission de gouttelettes. Alors ici, j'en ai profité pour montrer comment un germe se transforme en lamelle. Puis cette lamelle va subir cette instabilité et va émettre des gouttelettes. Ici, c'est plus des gouttelettes circulaires, ça va être des gouttelettes cylindriques. Donc là, le germe,
croissance du germe. Ça croît, ça croît. La lamelle est presque formée. Donc là, la croissance, la croissance. Donc voilà, la lamelle est déformée, et là, il va subir un pincement à ce niveau, et c'est là qu'il va y avoir une instabilité. Donc, ce pincement, donc, comme il y a de la courbure, donc il y aura une force motrice dans l'autre dimension, et ça va donner cette bouclette cylindrique. Autour de la limite supérieure, c'est toujours l'instabilité oscillatoire qui va être plus jolie à voir en 3D, qu'on le dit. Donc on a des oscillations. Alors ça, c'est surtout connu pour la solidification, même si ma directrice de thèse m'a dit que bon, on a déjà vu ça pour la précipitation discontinue, c'est-à-dire une lamelle qui fait des zigzags. J'ai malheureusement pas réussi à trouver d'articles expérimentaux qui montrent ça. Elle était vraiment bien. L'instabilité oscillatoire, si on augmente la sursaturation, il y aura le type splitting, parce qu'il y a trop d'espacement lamellaire, donc il y aura une division, et ça va se diviser. Et ici, j'aurai mon Y. Mon fameux Y. On peut maintenant s'intéresser à ce qui se passe après, au-delà des épaisseurs où il y a un état de comportement, c'est-à-dire que le fait d'inclure cette vision symétrique fait que la géométrie lamellaire est observée en-dessous d'une certaine épaisseur physique. Quand j'augmente l'épaisseur, il y a des phénomènes qui commencent à se produire. D'abord, j'ai une diminution de la vitesse. Donc, on a remarqué que si je trace Z, on peut le NZ pour le même jeu de paramètres, il y a une diminution de la vitesse. Et il y a un article qui est très connu en solidification, Huntington, c'est un vieil article là, il date de 63, je crois. Et il dit que lorsqu'il y a un front de solidification, notamment c'est un travail expérimental qui concerne la solidification, on se permet de comparer parce que la solidification eutectique et la précipitation discontinue se ressemblent énormément. C'est des structures soit lamellaires, soit fibreuses, donc je pense que des comparaisons sont possibles avec l'expérience. Donc si un front de solidification est siège de fluctuation, notamment les fluctuations chez nous, c'était la brisure de symétrie, donc on a introduit une bruit dans nos équations, et qu'on a décroissance de la vitesse, comme on observe ici. Donc nous aurons amplification de ces fluctuations, et ça va donner une transition à la structure fibreuse. Et c'est exactement ce qu'on observe. On observe une transition vers la structure fibreuse. Il est aussi important de dire que cette fibre, c'est une fibre alpha, et moins une fibre bêta, et pour la précipitation discontinue, on observe surtout, enfin, on n'observe que des fibres bêta. Mais ça, on arrive à l'expliquer, c'est le modèle, on a utilisé trop de sursaturation. Et la sursaturation bêta, comme on a dit tout à l'heure, c'est la fraction volumique P bêta à l'équilibre. Donc si on est par exemple à 80% de sursaturation, 0,8 par exemple, donc mon précipité bêta va occuper 80%, donc c'est pas possible qu'une fibre occupe 80% de mon système. Une fibre, c'est une phase minoritaire. On s'est surtout intéressé à cette transition, on a essayé d'interpréter en utilisant les courbes de vitesse. Et avant ça, on va montrer cette transition en vidéo. Donc voilà, la lamelle se forme, et ça me donne une tige de la phase alpha. Et là, j'ai un droit de la phase bêta. Si on analyse les courbes de vitesse, et ça saute aux yeux, donc avant demi-taux, donc à droite, c'est une simulation où il n'y a pas de brisure de symétrie. À gauche, c'est une simulation où il y a justement cette brisure de symétrie. Donc, je remarque entre 0 et 2000, c'est quasiment la même chose. On dirait que le système ne se rend pas compte, mais arrivé à demi-taux, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est différent, quelque chose qui cloche. Et dans le premier cas à droite, il va faire un choix. Il va aller vers la structure lamellaire. À gauche, il va faire un autre choix. Il va aller vers la structure fibreuse. Bon, ce qu'on peut dire là, ce n'est qu'une interprétation, on dirait que ce système est en train de visiter des pics potentiels. Et à gauche, il a trouvé un pic potentiel plus profond que celui de droite. Donc à gauche, c'est le pic potentiel de la fibre qui est plus profond. Et à droite, ce sera celui de la lamelle qui est plus profond. Donc il aura fait son choix. Alors, motivé par ce résultat, justement, c'est le résultat le plus intéressant qu'on a obtenu, on voulait vraiment simuler des fibres bêta. Il faut savoir qu'une fibre, c'est des tiges qui vont s'arranger suivant un lot déclaré. Donc là, on a carrément essayé d'orienter la géométrie dès le départ. Donc on a pris un réseau exact et on a dessiné notre mode de simulation comme pour les lamelles. Et en utilisant les bonnes conditions de bord réfléchissantes, on peut reproduire tout ce réseau hexagonal de fibres. Donc ce
Cependant, il faut aussi choisir les bonnes conditions initiales. Donc j'ai un germe de la faculté ici, un germe ici. Et cette mode de simulation elle doit respecter quand même une règle, c'est que la distance A doit être égale à C divisé par AC newton. Ça se démontre facilement, c'est un raisonnement sur les triangles. Alors les résultats obtenus sont les suivants. À droite, c'est en présence de diffusion volumique. Malheureusement, il y a toujours coalescence entre les précipités. C'est normal, la diffusion volumique fait qu'il y a une interaction entre les précipités, donc on va à chaque fois fusionner. Et j'ai essayé pour toutes les valeurs de saturation, c'est des calculs qui sont communs. À gauche, on s'est rapproché de certaines conditions, on a annulé la diffusion volumique, où on a presque réduit, elle est à 10 puissance moins 6, et on a inclus de la diffusion des interfaces et surtout de la diffusion du joint de grain. Les deux fils ont survécu un bon moment, mais malheureusement, ça a fini par. Ça n'a pas lâché, ça n'a pas donné d'état stationnaire. Alors, à gauche, c'est une simulation qui a duré énormément de temps. J'ai en fait 60 millions d'itérations pour une grosse boîte de simulation. Peut-être qu'il faut prendre une boîte de simulation avec plus de dimensions pour éloigner les deux fibres et éviter qu'elles interagissent. Parce qu'à chaque fois, c'est l'une qui se nourrit de l'autre et ça brise la symétrie. Peut-être qu'il faut trouver un autre choix de paramètres. Alors, s'il faut augmenter la dimension du système, je pense qu'il faut aller vers un schéma numérique différent parce que là, ça risque de prendre beaucoup de temps parce que juste cette simulation à gauche, elle m'a pris 6 mois. Maintenant, passer aux conclusions. Relativement aux simulations de une courbe de stabilité regroupant comme une large gamme d'espacements laminaires été réalisée. Là, c'est un gros résultat qui nous donne qualitativement quel couple espacement laminaire sur saturation d'un état stationnaire. Nos simulations de ont mis à l'évidence l'existence de plusieurs types d'instabilité. Certaines sont observées expérimentalement maintenant. C'est pas grave, ça reste un résultat numérique qui peut servir à interroger d'autres. Et aujourd'hui, on a un assez bon accord. La géométrie de la lamelle est géométrie. On aussi fait que pour chaque valeur de la sursaturation, nous avons une gamme d'espacement laminaire. Et ça, c'est vraiment un fait très spécifique et propre à la précipitation discontinue. En 3D, nous avons étudié la brisure de symétrie de l'angle de transmission. Ça a donné une transition vers la structure fibreuse, mais une fibre alpha. Cette fibre alpha, malheureusement, elle est due aux sursaturations. Et pour finir, malheureusement, les simulations ont montré que c'est très difficile de simuler une croissance fibreuse dans un réseau hexagonal. Il faut prendre en compte pas mal de choses. Déjà, on a mis plus de 2 mois, je crois, pour trouver le gap du germe critique. Comme expliqué dans le chapitre généralité, le gap du germe critique, on a mis un bon moment pour le retrouver. Ensuite, on a eu les deux fibres qui interagissent. Un effet assez inévitable. Donc, concernant les perspectives assez intéressantes pour ce travail, on peut essayer d'appliquer ce modèle à un alliage particulier. Donc là, on avait supposé un alliage AB quelconque, A étant un élément solvant, B un élément soluté. C'est assez intéressant pour faire des raisonnements, pour avoir des ordres de longueur, mais si on peut vraiment se rapprocher de l'expérimental et avoir peut-être pourquoi pas des comparaisons quantitatives, il serait intéressant d'essayer d'appliquer ce modèle pour un alliage en particulier. Et il y a des moyens, notamment les gens essaient de le faire avec le logiciel de CalPA. Il y a un groupe de chercheurs de l'Université de Californie, si je ne me fais pas d'erreur, ils ont réussi à le faire. Donc je pense qu'on peut le faire aussi. Alors comme c'est de la matière à l'état solide, on doit quand même incorporer des effets élastiques au modèle. L'élasticité, c'est quelque chose d'intrinsèque à la matière solide. Donc c'est élastique. Et on pourrait quand même explorer plus la troisième dimension. On a fait infiniment plus de simulations en 2D qu'en 3D. Et c'est normal parce que le temps de calcul est très très long en 3D. Il doit parcourir plusieurs points de d'équilibre. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour cette belle présentation. Je ferai justement aux examinateurs de se prononcer sur la qualité du projet. Et normalement, à la fin de mon intervention. Dans son partie, je vais donner la parole donc, aux examinateurs. Je vais commencer par les amis externes. Merci, Monsieur le Président. Donc, premièrement, je dois remercier le professeur Nina Mirouche pour cette invitation. Nous-mêmes, je suis très content d'être parmi vous. Donc, moi, je suis expérimentateur dans le domaine de la piste
participation discontinue. Avec mon équipe de recherche, on a publié quelques articles. On a travaillé aussi avec Wolfgang Gust à Stuttgart. Donc, le côté, sincèrement, modélisation, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, c'est-à-dire, le choix de professeur Linda Melo, c'est que je dois contribuer en tant qu'expérimentateur. D'accord? Donc, pour la présentation, comme il a dit le président du jury, donc, excellente présentation. Donc, rien de sur la forme, c'est-à-dire vous l'utilisez très bien sur la langue, soit même le contenu, la manière, vous avez là la manière de présenter, donc c'est un point positif. Donc le sujet était un sujet de recherche, j'appelle sujet de recherche fondamental. Donc on va essayer de modéliser cette réaction de précipitation discontinue. Donc c'est pas facile. Donc, entrer dans des détails, c'est un peu pas donné à quiconque. Donc, pour le manuscrit, donc, sincèrement, il est bien rédigé, il est bien organisé. On trouve presque toutes les informations nécessaires, surtout dans la partie théorique, pour comprendre c'est quoi la précipitation discontinue. Elle appartient à quel type de réaction, de transformation de phase. C'est une transformation de phase à l'état solide. On va poser une question concernant la comparaison que vous avez faite. On compare la précipitation discontinue avec la transformation éthylique ou la transformation, la solidification du liquide vers la phase solide au point éthylique. Donc, pour la validation des résultats, donc je pense que en publiant un article dans un journal de renommée internationale, ça veut dire que vous avez bien validé vos résultats. Donc, c'est une preuve tangible. Donc, néanmoins, j'ai quelques questions, quelques remarques concernant surtout la première partie de la thèse et le début de la partie de simulation. Donc, pour le titre, donc, moi j'enseigne le module de méthodologie de recherche, research methodology. Donc, c'est surtout pour les doctorants. Un titre normalement doit être court, c'est-à-dire ne contient pas beaucoup de mots. Le nombre d'après les spécialistes entre 12 et 15. Il ne faut pas dépasser 15 mots. Même le et, on le considère comme un mot. Donc, si je compte le nombre, vous trouvez 33. Donc, normalement, il faut réduire, c'est une proposition. Moi, le titre de la thèse, hein? Du titre, bien sûr. Et vous donnez beaucoup d'explications. C'est flash. Les gens, par exemple, j'ai essayé de proposer une simulation en 2D de la précipitation du contenu par des champs de phase. C'est beaucoup mieux, c'est clair. C'est une proposition. Plus facile à lire. Reste au jury de l'accepter. Donc, pour les, bien sûr, un travail jamais parfait, surtout dans l'impression, la rédaction surtout. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Moi, je sais que vous les avez bien pensées. Par exemple, la page 8, c'est pas la peine de passer à la page 8, je vais dire directement. Par exemple, vous écrivez des nombreuses, donc c'est de nombreuses. La même chose, la phase produite, vous écrivez la phase produite, page, vous donnez ça. Page 8, par exemple, au lieu d'écrire la phase produite, vous écrivez la phase produite, c'est mon photographe, c'est pas. Donc, j'ai noté quelques fautes aussi de frappe.
par exemple, 700 degrés Celsius, vous oubliez le symbole de la température de 0, 1000%. Maintenant, je vais passer aux questions. C'est pas pour piéger, c'est pour comprendre et enrichir le débat. Mon rôle, c'est pour, même pour apprendre avec vous, d'accord? Donc, vous avez parlé du gène critique. C'est un mot-clé dans votre affaire, d'accord? Donc, quelle est la taille d'un gène critique au nombre d'atomes? Est-ce que vous avez une idée? Au nombre d'atomes, je ne suis pas à l'échelle atomique, je n'ai pas l'idée au nombre d'atomes, je mets au nombre de points gris, numéricien que je suis, à peu près 10 points gris de chaque côté. Et dans la réalité? Oui, dans la réalité, ça devrait être. Donc, un point gris, c'est delta X, delta X, c'est delta. Voilà. C'est environ, moi j'ai posé hier la question à mes étudiants, c'était une interrogation clé, c'est 400, 500 atomes. Donc 500 atomes, ça fait un gène de critique. Voilà. C'est-à-dire l'étudiant doit savoir, doit imaginer ce gène, quelle est la taille à peu près. 1000 atomes, 1 million d'atomes. Moi j'ai trouvé un étudiant qui m'a mentionné 1 million d'atomes. Non, c'est pas vrai, c'est environ 400, 500. On reste sur la germination. Vous avez utilisé deux termes, germination et nucléation. Est-ce qu'il y a une différence? Donc c'est la même chose. Donc normalement dans l'écriture scientifique, on mettait un seul terme. Donc soit germination, soit nucléation. Mais pour les collègues